Bonjour à tous, Sawadee Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Encore une fois, alors ça ne va pas être un deuxième hommage à Éric Dénessé, bien qu'évidemment repose en paix Monsieur Dénessé, qui, je le rappelle, était un spécialiste du renseignement et pas que, il était aussi un auteur assez controversé finalement, parce qu'il avait des avis assez souvent qui sortaient un petit peu de la doxa dominante. Eh bien cet homme, effectivement, pourquoi on en parle aujourd'hui? Puisque, alors moi j'ai découvert très récemment, tout simplement parce que malheureusement cet homme est parti, il est décédé dans des conditions encore non élucidées. Et ce qui fait effectivement parler, puisque cet homme-là, qui avait des positionnements assez, comme je l'ai dit, controversés ou en tout cas non alignés, et c'est un des indices finalement, disons, qui nous donne un petit peu qui nous met la puce à l'oreille. Pourquoi? Parce que dans le milieu du renseignement français, dans le milieu même de la police, du renseignement, etc., eh bien, ce n'est pas le premier à décéder de manière assez non élucidée ou de manière assez, je dirais, troublante, perturbante, suspecte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà 3 agents de la DGSI qui se sont donné la mort, dont 2 qui se sont donné la mort sur leur lieu de travail, donc dans le bâtiment du renseignement intérieur français. Donc c'est assez louche. Évidemment, on pointe du doigt, mais ça j'en ai déjà parlé, on pointe du doigt les conditions de travail peut-être qui sont assez intolérables, qui sont de plus en plus compliquées, difficiles, et notamment peut-être une pression mise sur les agents de l'intérieur. Donc tout ça est assez intéressant, ce qui prouve effectivement que la France, nos agents ne suivent plus avec ce qui leur est commandité, ce qui leur est ordonné. Donc peut-être que tout ça va imploser de l'intérieur, en tout cas c'est le chemin qui s'ensuit. Bref, donc Éric Dénessé faisait partie d'une de ces personnes assez importantes et notamment c'était une personne qui, vous savez, j'aime beaucoup cette phrase-là, c'est quand un homme âgé décède, c'est une bibliothèque qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. J'aime beaucoup cette phrase-là, surtout parce que les hommes âgés et les hommes de savoir, notamment les hommes sages, comme j'aime bien les appeler, sont des véritables puits de savoir. Ils ont énormément de vécu, notamment par leur expérience et par leur sagesse, par leur réflexion, etc. Et Éric Dénessé faisait partie de ces gens-là. Et vous allez le voir dans cette vidéo-là dans laquelle on va réagir. Il nous parle évidemment de la situation en Ukraine et en Russie, qui rebondit un petit peu sur les événements derniers géopolitiques concernant la situation israélo-iranienne. Il y lâche une véritable bombe sur l'Ukraine et notamment sur le cas Zelensky. Alors évidemment, c'est métaphorique quand je dis lâche une bombe, hein, vous avez compris. Hein. Ne le prenez pas mal. Donc voilà, il lâche une véritable bombe au sens dialectique et rhétorique du terme, puisqu'il nous annonce plusieurs choses auxquelles on va évidemment réagir. Mais avant tout ça, je vous incite, chers amis, à mettre un petit pouce bleu pour m'aider dans le référencement, à vous abonner. On approche des 80 000 abonnés, chers amis. Si je pouvais avoir les 80 000 abonnés avant le mois de juillet, ce serait juste exceptionnel, les amis. Donc je compte sur vous pour vous abonner. Et évidemment, mettre un petit commentaire. Vous pouvez noter aujourd'hui mon écouteur ou mon maillot du Japon. Voilà, ça fait un petit peu de commentaires. Ou sinon, vous pouvez évidemment commenter ce qui va être dit dans la vidéo. C'est le plus important quand même. Voilà, voilà. Allez, on peut commencer, chers amis. On va s'écouter ce que dit Éric Dénessé à propos de l'Ukraine et de Zelensky. Ça rappelle un petit peu ce que je disais dans les micro-trottoirs de maintenant d'il y a 2 ans. Écoutez bien, chers amis. Zelensky n'est plus un président légitime, il n'a pas fait d'élection. Je rappelle que même pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Churchill a fait des élections. D'ailleurs, il a perdu son poste de Premier ministre dès la fin du conflit. Zelensky reste. Hein. Donc on est face à un... Et personne ne proteste. Et personne ne proteste. Bon, après, il faut aussi reconnaître que le gouvernement ukrainien relève plus d'un gang que d'un gouvernement, en s'enrichissant à tour de bras depuis le début de ce conflit, avec tirant parti ou en détournant les aides. On sait qu'un tiers des matériels militaires livrés se retrouvent dans des réseaux criminels. Alors ça déjà, excusez-moi de la petite digression, hein, mais déjà tout ça est très juste. Et là, c'est pour vous dire à quel point ce type-là était un puits de savoir. Et surtout, il ne tenait pas sa langue dans sa poche. Il disait ce qu'il pensait. Et des hommes comme ça, il nous en faut plus. Et c'est très juste ce qu'il dit. Aujourd'hui, pourquoi il dit ça? Je vais expliquer. Pourquoi il dit que Zelensky est illégitime au pouvoir aujourd'hui? Parce que en réalité, Zelensky, il a fini son mandat depuis maintenant 1 an et demi. Il a fini son mandat depuis 1 an et demi. Mais il a activé la loi martiale, évidemment, qui lui permet de rester au pouvoir puisque son pays est en guerre et donc il n'est pas à même de faire des élections.
Et donc évidemment, c'est le scénario supposé qui pourrait être appliqué, notamment en France, avec une sorte de chaos généralisé. C'est tellement le chaos qu'on ne peut pas faire d'élection. Ça pourrait. Regardez Macron, n'oublie pas qu'il part dans 697 jours. On ne sait jamais ce qui peut se passer entre-temps, hein. Ça fait 2 ans. Donc voilà, et c'est ce qui va se passer très certainement pour le cas israélien et pour d'autres. C'est le meilleur moyen de se maintenir au pouvoir de manière démocratique, hein. Quand vous êtes un dictateur, bon, c'est un petit peu plus simple, c'est vous qui décidez. Donc bon, mais quand vous êtes en démocratie, il faut utiliser les lois et les lois et le droit pour vous maintenir au pouvoir de toutes les manières. De toutes les manières. Et c'est ce qu'a fait Zelensky. Et après, il parle évidemment de la corruption. Écoutez bien. Voilà, il y a de la corruption en Russie, on l'a dit tout à l'heure, mais elle n'a rien de commun avec ce qui se passe en Ukraine. Et donc, tous ont intérêt à ce que ça continue jusqu'au bout. Mais je pense que de la même manière, l'un et l'autre, c'est moins le cas pour Netanyahou depuis ces derniers jours. Zelensky a toujours cette peur d'être poursuivi en justice aussi. Enfin, mis en cause, pas poursuivi en justice, parce que beaucoup de gens en Ukraine considèrent qu'il les a plongés dans la guerre, hein, de manière excessive. Et d'ailleurs, c'est ressorti au moment de l'offensive sur Koursk, puisqu'un certain nombre de membres du Parlement ont dit mais cette offensive est totalement stupide, elle va encore plus radicaliser les Russes contre nous. Et d'ailleurs, on l'a vu très rapidement, les Russes qui ont toujours dit qu'ils étaient prêts à négocier ont des positions de plus en plus dures. Parce que, en dehors du fait que c'était une faute tactique et stratégique d'attaquer le Koursk, c'est surtout une faute psychologique. Bien sûr, et puis c'est leur technique. Disons, quand je dis leur technique, c'est la technique de l'État profond et surtout des fauteurs de guerre. C'est celle de pousser à bout l'ennemi. C'est celle de pousser à bout l'ennemi. Vous savez, moi je prends toujours la métaphore de l'harceleur harcelé. C'est celui qui vous pousse dans les couloirs, c'est celui, je parle à l'époque du collège, hein, celui qui vous pousse dans les couloirs, celui qui vous vole votre trousse, qui vous vole votre quignon de pain à la cantine. Et puis le jour où vous lui mettez un bourre-pif, évidemment, il s'arrange pour qu'il y ait les surveillants devant. Et comme ça, les surveillants ne voient que vous en train de lui mettre un bourre-pif. Oh, mais c'est méchant. Et ils ne savent pas qu'en réalité, depuis des semaines et des semaines, il vous pousse à bout. Eh bien, c'est un peu la même chose avec la Russie. La Russie a été poussée à bout, notamment en acceptant gentiment que plusieurs pays à ses frontières rentrent dans l'UE ou sympathisent avec l'UE. Mais par contre, il a toujours refusé à ce qu'ils entrent dans l'OTAN et à ce qu'ils collaborent avec l'OTAN. Et ça n'a pas été respecté. Donc forcément, tu te retrouves à un pays avec tes frontières, des frontières qu'on peut qualifier d'otanesques. Bah non, tu sens que ton pays, ça va pas. Tu sens que là, tu te sens menacé. Tu te sens menacé. Hein, c'est comme accepter d'avoir de nouveaux voisins et que ces nouveaux voisins finalement mettent des caméras et t'observent toute la journée. Tu peux accepter d'avoir des nouveaux voisins parce que c'est la base de la vie, hein, c'est la base de la vie en société. Mais par contre, être observé H24 devant chez toi ou chez toi carrément, bah non. Non, au bout d'un moment, évidemment c'est caricatural ce que je dis, mais globalement c'est ça, c'est on vous pousse à bout. Et il s'est passé la même chose avec aujourd'hui les Palestiniens avec le 7 octobre, aujourd'hui avec l'attaque iranienne, c'est toujours la même chose. On pousse à bout les gens jusqu'à ce qu'ils ripostent, jusqu'à ce qu'ils répondent, tout simplement. Et évidemment, les fauteurs de guerre veulent faire croire et veulent faire gober à la plèbe par évidemment la collaboration des médias mainstream, des médias courants, que ce sont la Russie, l'Iran, la Palestine ou autres qui ont attaqué en premier, ou ce sont eux qui sont les méchants, etc. Alors qu'en réalité, et ça, évidemment, ça demande du temps, la vérité prend l'escalier, avec le temps, on arrive toujours à prouver le contraire. Qu'en réalité, ce sont bel et bien les attaqués qui sont en réalité les attaquants. Voilà, voilà. Mais bon, tout ça demande effectivement du temps, hein. Je veux dire, le jour du déclenchement, du redéclenchement du conflit ukraino-russe, évidemment, tout portait à croire que la Russie, c'était les méchants. Puis petit à petit, on lit des livres, on parle avec des gens, on écoute d'autres médias que les médias subventionnés, etc. Et puis on se rend compte effectivement qu'on nous vend un narratif qui nous est vendu pour un but bien précis. Que c'est quand même un des endroits où les plus grandes offensives allemandes de la Seconde Guerre mondiale ont eu lieu. Et attaquer, notamment avec quelques chars Léopard, cette zone-là, même s'il n'était absolument pas défendu, psychologiquement, ça n'a fait aussi que resserrer les liens autour de Poutine, même si en Russie, les gens, comme tout le monde, en ont assez de cette guerre. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs triste pour tous les civils, je le rappelle, hein. Les civils ukrainiens ne représentent pas l'élite aujourd'hui au pouvoir. De même qu'en Israël aussi, je le dis aussi, en Israël, il y a ici énormément de manifestations anti-Netanyahou.
Et tout ça est très important. Il faut comprendre que dans un conflit, il faut pas. C'est pas parce qu'un pays est en conflit que tous les gens de ce pays sont pour le conflit, que tous les gens de ce pays n'ont qu'une seule idéologie. Pas du tout. Regardez nous dans notre pays, en France. Je veux dire, vous regardez la gauche, la droite, ça n'a rien à voir. C'est limite si on ne se fout pas sur la gueule chacun. Derrière, il y a ça, il y a aussi les macronistes, il y a aussi les libéraux, les communistes, les capitalistes, les ceci, les cela. Il y a tellement de branches différentes, vous vous dites, bah, c'est partout pareil dans tous les pays, hein. C'est comme en Iran. On veut te faire croire qu'en Iran, ils sont tous hyper religieux, mais en réalité, plus de la moitié de la population iranienne se revendique justement sans aucune religion. Et puis il y a aussi le zoroastrisme, il y a plein de il y a plein de courants de pensée, de courants religieux différents. Donc voilà, le plus important, c'est justement, c'est là d'où l'importance du côté sociologique et statistique. C'est pour ça que j'aime bien Soral, parce que Soral, quand il fait des analyses, il inclut toujours le côté sociologique et statistique, ce qui permet de mieux comprendre les choses, ce qui permet de ne pas faire de l'essentialisme ou du sophisme bête et méchant, et de comprendre que derrière un problème et derrière un narratif, ce narratif se décortique et il faut vraiment voir ce narratif sous plusieurs angles, d'où l'importance de la double lecture. Très très important. Bref, donc voilà, vous pouvez comprendre maintenant qui était Éric de Décès. C'est un petit peu un nouvel hommage, j'ai envie de dire, enfin un deuxième hommage à ce type-là qui vraiment ne tenait pas sa langue dans sa poche et pour de bonnes raisons, pour servir, j'ai envie de dire, la vérité. Mais bon, comme toute bonne vérité, bonne à entendre et bonne à dire, eh bien j'ai envie de dire, tout ce qui a un commencement a une fin. Donc soyez en paix avec cette vérité et tout ira bien. Voilà. Et oui, donc tout ce qui commence a bel et bien une fin, donc en espérant qu'on vienne à bout en tout cas de ce cycle pervers et mensonger que représente l'Occident et ses valeurs nauséabondes. Voilà, voilà. Écoutez, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et en tout cas, son analyse sur l'Ukraine reflète un petit peu bien ce que j'avais essayé de retranscrire dans mes micro-trottoirs, même si les Perpignanais que j'avais interviewés n'avaient pas trop pris. Mais en posant les bonnes questions, souvent certains se posaient sans poser d'autres, hein. Certains réfléchissaient. En fait, en posant les bonnes questions, on arrive à trouver à l'individu à qui on pose la question, lui-même arrive à trouver un raisonnement finalement qui l'amène vers la vérité. Avec ses mots, avec sa façon de penser, avec sa façon de dire, etc. Bien évidemment, mais on y arrive petit à petit. Et c'est en faisant ce genre de travail, des vidéos réactions, des micro-trottoirs, des passages dans des émissions de médias alternatifs, c'est comme ça qu'on y arrivera, chers amis. Voilà, voilà. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout, surtout, sur mes ennemis.